Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Téléfoot, un Téléfoot où il sera évidemment abondamment question de la 15e journée du championnat de France de Division 1. Une journée qui s'avérera peut-être capitale dans la course de cette saison, on le saura fin avril. Il sera également question de la première défaite du Racing de Paris dans le groupe B de la 2e division, du match entre le Danemark et la Suisse comptant pour la Coupe du Monde, ainsi que du match entre le Portugal et Malte. Et puis, bien sûr, il sera question, et il va en être question tout de suite, du loto, grille numéro 8. La dernière fois, la semaine dernière, il y avait 7 victoires à l'extérieur, ça n'était pas simple. Et là, vous allez pouvoir le constater, il y a 5 résultats nuls dans cette grille numéro 8 qu'en principe on devrait voir mais qu'on ne voit pas. Enfin, j'espère qu'on la verra dans le courant de l'émission. On passe, ah ben la voilà, la grille en question. C'est la grille qu'il fallait remplir de la manière la plus exacte possible. Et si vous l'avez remplie, ça risquerait de faire mal car il y a eu plus de 4 millions de bulletins. Le loto sportif est en pleine ascension. On ne sait pas où il s'arrêtera. Mais en tout cas, comme on pouvait s'y attendre, ce loto sportif et loto football est lui très bien parti. On passe tout de suite à la 15e journée du championnat de première division avec le match au sommet qui avait lieu au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait Nantes sous les yeux de Jean-Michel Larquet qui assistait comme tout le monde à un super match. PSG, Nantes, Jean-Michel Larquet. Oui, c'était soirée de gala, comme 47 000 spectateurs qui remplissaient le stade de la Porte d'Auteuil et d'entrée, un coup de tonnerre, débordement de Loïc Amis, centre en retrait, contrôle derrière la jambe de Brasiliano, tir instantané du pied gauche. On joue depuis 1 minute 20 et les jaunes, les Canaries mènent déjà 1-0. C'était là le deuxième but qu'encaissait Joël Batz sur la pelouse du Parc des Princes. On voit le contrôle de Brasiliano et son tir instantané qui prend à défaut Joël Batz. Sur ce long dégagement de Bertrand Neumann, une talonnade de José Touré pour William Ayache. On joue là depuis 8 minutes. L'arrière international va déborder Pilorget et son centre va trouver Pierre Maurice seul au deuxième poteau qui hélas manque sa reprise de volée. C'était déjà après 8 minutes de jeu la balle de break. Mais les Parisiens vont réagir. Il va y avoir une première tête assez mal contrôlée d'ailleurs par Bertrand Neumann, tête de Janol. Puis un coup franc, où là, la balle est interceptée par Touré. Regardez, les Nantais vont jouer un 3 contre 2. Touré, Amis qui fait le mauvais choix et qui donne malheureusement cette balle trop forte sur Bourouchaga. Les Parisiens vont peu à peu prendre l'emprise sur le match. Bibar. Une bonne action pour Rocheteau. Et sur le centre de Rocheteau, Bertrand Neumann est à la parade. La défense nantaise, ne l'oublions pas, est la meilleure du championnat et elle le prouve au cours de cette première période. Mais là, Luis Fernandez, le grand homme de match, va effacer plusieurs Nantais. En dernier lieu, faute de Pierre Maurice sur le capitaine parisien. Coup franc que va tirer Suzic. Et à la réception, la tête de Janol qui va remettre les deux équipes à égalité. Mais on sent que Bertrand Neumann est effleuré ce ballon du bout des doigts. Janol qui, ne l'oublions pas, avait lui aussi remis les deux équipes à égalité lors de la dernière journée à Rennes. Peu de temps après, quelques minutes après, on va retrouver Suzic exactement dans la même position. Et on va retrouver encore Janol. Mais le tir de Janol qui traverse une forêt de jambes est bien arrêté par Bertrand Neumann. Attention à l'alerte sur le but de Joël Batz. Derzakarian frappe du gauche et superbe envolée du gardien international Joël Batz qui détourne ce ballon en corner. Les Nantais, vous voyez, continuent d'attaquer. Loïc Amis, le ballon est contré, on croit qu'il repart pour les Parisiens, mais intervention de William Ayache pour Amis, amorti de la poitrine, centre en retrait, remise en retrait de Touré et encore Derzakarian légèrement au-dessus des buts de
Joël Batz. Encore une bonne attaque pour les Nantais. Burruchaga, le roux qui transperce la défense, file seul au but, mais là il est crocheté et c'est net en dehors de la surface de réparation par pile hors jeu. Sur le coup franc, Burruchaga va placer son ballon, mais pas suffisamment fort pour tromper Joël Batz. Et là, une talonnade interceptée par Luis Fernandez, talonnade de Burruchaga, et Sušić échoue sur Bertrand Neumann. Il y a eu beaucoup d'occasions au cours de cette première mi-temps, mais les deux équipes vont se quitter sur le score de 1 partout. Au retour, les choses ne vont pas tarder. Interception de Luis Fernandez, il s'échappe. Là aussi un 3 contre 2, il va trouver Dominique Rocheteau qui semble le frapper, non, il préfère la mettre en retrait. La balle pour Luis Fernandez, un 1-2 au millimètre, remarquablement dosé. Et vous allez voir même que Dominique Rocheteau, qui joue bien le coup, a un petit peu de réussite puisque le ballon passe entre les jambes de Der Zakarian. Mais alors que l'on joue depuis 50 minutes, eh bien les Parisiens ont renversé la situation et mènent 2-1. Et regardez ce tir, il va nous expliquer, Luis Fernandez. Je l'ai bien vu partir et je pensais qu'elle allait au fond. Bon, la réussite n'était pas de ce côté-là. Bon, j'ai marqué un peu avant et c'est ce qui a permis de gagner le match. On a remporté ce match 2-1, mais je suis content quand même pour moi et pour l'équipe. C'était la balle de break. Les Parisiens vont encore appuyer sur l'accélérateur. Ils auraient pu augmenter leur avance, notamment sur ce tir de Vermeulen. Mais ils auraient pu aussi très bien être rejoints sur une tête d'Yvon Leroux. Et toujours est-il qu'ils font une excellente opération et qu'ils vont jouer jusqu'à la fin de saison leur match au coup par coup. C'est l'avis de Luis Fernandez. Personnellement, on n'y pense pas du tout. Je pense que la saison est très longue, il y a encore pas mal de journées. On est content de ce qui nous arrive, mais on sait que le prochain déplacement sera difficile. Et c'est pour cela qu'on va le préparer et on verra cela à la trêve si on peut parler de titre ou de pas de titre. En tout cas, bravo Louis, parce que le match de vendredi soir au Parc des Princes, pour ma part, c'est sans doute le meilleur que je vous ai vu jouer sur la pelouse d'Auteuil depuis que vous êtes le capitaine du Paris Saint-Germain. Je vous présente Beaujoire Foot Info. C'est le journal du Football Club de Nantes qui paraît pour chaque match disputé à la Beaujoire. Là, les Nantais sont en pêcheurs d'Islande. Et si je vous présente ce numéro, c'est parce qu'il est particulièrement intéressant. Vous pouvez vous le procurer auprès du FC Nantes, puisqu'il y a le rappel de tous les matchs de Coupe d'Europe disputés par le Football Club de Nantes de 1965 à 1985. C'est un document précieux donc pour les statisticiens. Autre match important, la surprise a failli venir de là. Du reste, c'est le match qui se déroulait à Bordeaux. Au stade municipal, les Girondins de Bordeaux recevaient le Lille Olympique Sporting Club. Frédéric Jaillant était là et il a assisté à un pénalty pour le moins curieux. Je crois que Frédéric va nous raconter tout ça lui-même. Imaginons ce scénario. Vous aviez joué au loto sportif et vous vous apercevez que vous avez tout bon. Tout sauf précisément le résultat de cette rencontre. Vous aviez en effet choisi de jouer la cote et par conséquent une victoire de Lille à Bordeaux. Et bien maintenant, voici pourquoi vous êtes finalement passé à côté du gros lot. Il ne reste que 5 minutes à jouer, nous y sommes, tout va encore parfaitement bien pour vous, puisque Lille effectivement mène à Bordeaux à 1-0. Oui mais voilà, sur cette action, un pénalty est accordé aux Bordelais, et c'est sur ce pénalty qu'ils vont égaliser. Deux constatations s'imposent. Premièrement, Reinders et Thomas, le Lillois, sont épaule contre épaule. Il n'y a faute ni de l'un ni de l'autre. Deuxièmement, Reinders est de toute façon en dehors de la surface de réparation. Au moment où, il faut bien le dire, il se laisse tomber. Je vous assure, pas une seule seconde j'ai pensé au loto sportif. Quant au résultat, pas du tout, parce que là c'est vraiment le coup de sifflet réflexe, à savoir j'ai vu la faute, là on réfléchit pas, on siffle, pour moi il y a pénalty. Donc vous êtes catégorique, vous ne vous êtes pas trompé. Pour moi je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que vous avez vu sur l'action? Ce que j'ai vu sur l'action, j'ai vu le défenseur commettre une faute sur l'attaquant bordelais, qui doit être Reinders. La faute qui est commise empêche Reinders de contrôler le ballon dans la surface de réparation. Elle est commise volontairement, donc pour moi il y a pénalty. Un pénalty qui sera donc transformé, cela par Reinders, mais après l'opinion de l'arbitre et avant celle des Bordelais, la parole aux Lillois. Sur l'action, il y a une balle en profondeur. J'avais pour couvrir le gardien et Ove Reinders qui vient dans mon dos et qui plonge devant moi.
Et l'arbitre m'a sanctionné par un penalty et je pense que c'est injustifié. Vous savez, depuis 20 ans que je suis sur le terrain de football, je suis sorti de ma réserve aujourd'hui parce que c'est proprement scandaleux. Sans que les Bordelais y soient pour quelque chose, ni les joueurs, ni le club qui a un petit peu honte, ni le public qui a très bien réagi. C'est complètement ahurissant, c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière, de mémoire de footballeur, je n'ai pas vu ça. Charles Samoy parlait donc de la réaction du public. Écoutez-la après l'égalisation de Reinders. Pourtant, nous sommes donc à Bordeaux. Et du côté des dirigeants bordelais, toujours à propos de ce fameux penalty, réaction beaucoup plus mitigée. Aimé Jacquet, je vais aller droit au but, si je puis dire. Est-ce qu'il y a penalty ou pas pour Bordeaux? Écoutez, j'ai pas pour habitude de bien me pencher sur ces problèmes-là. Je dirais que l'arbitre a voulu sanctionner beaucoup de fautes qui se sont passées dans les 16,50 m tout au long du match. C'est peut-être pour ça qu'il a sanctionné à cette minute-là. Mais enfin, je dirais que ce n'était que justice compte tenu de ce qu'a pu faire, je dirais, cette équipe de Bordeaux. Mais j'avoue que ce soir, nous avons eu beaucoup de peine à contourner ce bloc lillois. Quand Aimé Jacquet parle des nombreuses fautes commises dans les 16,50 m par les Lillois, il fait en fait allusion à cette seule action. Lacombe récupère le ballon, un crochet, un tir, Motet, le gardien de Lille, renvoie. Et là, c'est vrai, Bernard Lacombe, au centre de votre écran, va être gêné par Dominique Thomas. Sur cette action-là, il aurait pu y avoir un pénalty. Reste que les Bordelais se sont peu souvent montrés dangereux et ce ne fut pas une surprise quand à 20 minutes de la fin du match, Bordeaux de la tête pour Lille donne l'avantage à son équipe. Un but de bureau donc pour Lille, Lille qui aurait pu mener 2-0 avec Villefort quelques instants plus tard, seul devant Dropsy, mais son tir est finalement renvoyé par le poteau. Voici à présent l'occasion la plus nette de la partie pour Bordeaux. C'était une balle d'égalisation, elle va arriver grâce à Specht dans les pieds de Reinders. Il a tout son temps, un autre crochet, un tir mais ça passe au-dessus. Beaucoup de maladresse donc de la part des Bordelais, comme sur cette autre action où ils ont bien failli se marquer un but tout seul. Baptiston rate son contrôle, ça arrive. Et ensuite, eh bien, c'est au tour de Guernotror sur ce centre d'effectuer une bien curieuse reprise. Résultat, tout cela ne fut pas au goût du public. Bordeaux et Lille ont fait match nul un partout. Mais il est vrai que côté bordelais, il manquait tout de même, il faut le dire, Alain Giresse. Alors à propos d'Alain Giresse, ce n'est pas qu'il se soit transformé en musicien, mais il n'était pas présent parce qu'il soufflait d'une méchante contracture. Et c'est vrai que dans le club bordelais, lorsque Alain Giresse n'est pas là, ça ne marche pas très fort. On l'a encore vu donc vendredi soir. Un disque qui va paraître maintenant, qui s'appelle L'enfant et la musique. C'est Alain Giresse qui raconte de très belles histoires pour les enfants, avec l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine, sous la direction de Roberto Benzi. C'est un disque que je vous recommande pour les fêtes qui maintenant approchent. Bravo Gigi, et reviens vite dans le club bordelais qui a bien besoin de toi. Un autre club qui a connu beaucoup de malheurs cette saison, vous le savez, malheur en Coupe d'Europe, malheur en championnat, puisqu'il est très sévèrement distancé, c'est l'équipe de Monaco, une équipe de Monaco qui a du mal à s'exprimer. Philippe Huy l'a suivi au Havre, où elle jouait donc sur le terrain d'un promu. Et on va voir ce que ça a donné. Le Havre-Monaco, Philippe Huy se trouvait au stade municipal du Havre. Un match important pour les deux, le Havre qui se bat pour éviter la relégation et Monaco pour retrouver une place plus conforme à son standing, comme l'on dit. En fait, le début du match sera très moyen et il faudra attendre cette action litigieuse pour véritablement lancer ce match. Alors regardez bien la balle pour Jacquet qui est abattu par Amoros, mais Jacquet a bien plongé dans la surface de réparation. Côté havrais, bien sûr, on réclame le penalty, mais monsieur Hirtz, l'arbitre, a remarquablement bien vu sur cette action que Jacquet avait été abattu par Amoros, mais juste sur la ligne des 16 mètres. Donc un premier bon point pour l'arbitre, monsieur Hirtz. Malheureusement, le coup franc pour les Havrais ne va pas être une véritable réussite. Le tir de Milosevic est raté, la reprise de Zajakowski également. Les Havrais vont dominer cette première période sans véritablement inquiéter pour autant les Monégasques. Cette fois-ci, c'est Amoros qui dégage en catastrophe.
Et finalement, c'est par l'intermédiaire de Carpentier, l'arrière droit, que le danger va être porté sur cette première période. Là, il a essayé de donner à Crimo, la balle est dégagée, et c'est Monteil qui place un très bon tir d'une trentaine de mètres, sur lequel Ettori est obligé de se coucher. Côté monégasque, il n'y a guère eu qu'une occasion sur ce coup franc de Bellone de 30 mètres, et regardez, c'est super. L'arrêt de Casanova n'est pas mal non plus, mi-temps 0-0 donc, et la deuxième période va recommencer comme la première s'est terminée, c'est-à-dire un petit numéro de Bruno Bellone. Il est face à un vrai, en évite deux autres et finalement se faufile et place un bon tir sur lequel Casanova a eu quand même du souci à se faire. 52e minute maintenant et début des 10 minutes infernales qu'a connu le stade des Chazeaux. Vous allez voir donc cette 52e minute, une action sable pour Crimo. Crimo, on croit qu'il va marquer, mais finalement son tir touche le montant gauche de Ettori. Et la balle n'est pas rentrée dedans, elle est passée juste devant le poteau droit. Après la 52e, on va directement à la 54e. Les Havrais font le forcing. Là, vous voyez Stojkovic qui retient Crimo par le maillot. Crimo est en furie. Stojkovic, lui, prend un carton jaune bien mérité. Et le coup franc de Milosevic pour Zajakovski est détourné en corner par la défense monégasque. Alors vous allez voir le corner, une nouvelle occasion finalement pour les Havrais de marquer. Un centre de Zajakovski et une tête